Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. On va tout de suite en kiosque avec la revue de presse. Nous démarrons effectivement avec le quotidien La Nouvelle Expression qui parle de l'affaire Survie Cameroun. Atangandi refuse de paître. Le ministre de l'administration territoriale vient de saisir à nouveau MTN et Orange pour des nouvelles menaces. Le quotidien La Nouvelle Expression. Pandémie, Amnesty lance des appels de détresse. L'organisation internationale demande au gouvernement camerounais de protéger les détenus et de décongestionner les pénitenciers surpeuplés menacés par le Covid-19. Cameroun-France, polémique sur le chiffre des morts. Les conseillers du commerce extérieur de France parlent de 350 décès du Covid-19 au Cameroun dès la fin d'avril, du mois d'avril, alors que le gouvernement camerounais parlait d'une centaine de morts. Trésorerie de Yaoundé, un trou de 4 milliards de francs CFA. La faille a été découverte le 24 avril 2020 au moment de la prise de service du nouveau trésorier payeur général qui, lors de la passation, la signature des documents comme de tradition, a donc découvert beaucoup d'incohérences dans les documents qui lui avaient été présentés. Le journal parle aussi du port autonome de Kribi. Procès fleuve au TCS. Le tribunal a établi la culpabilité de l'ancien préfet de l'Océan et d'une cinquantaine de ses co-accusés dans le scandale des indemnisations des populations riveraines, écrit le quotidien La Nouvelle Expression. Toujours à Kribi, menace d'un gaz toxique. Le maire de Lokoundé vient de servir une sommation d'huissier d'arrêt des opérations de destruction de 534 bouteilles de gaz périmées dissimulées dans la forêt. On poursuit cette revue de presse avec à l'international l'Algérie, la révolution coincée entre le Covid-19 et la répression. La pandémie du Covid-19 n'empêche pas la poursuite par le régime algérien de la censure de la presse par le musellement des journaux. L'arrestation des journalistes, les activistes et militants politiques déterminés à faire changer le système politique par le mouvement populaire Irak. Voilà pour ce qui est donc du quotidien, de cette actualité sur l'Algérie. Toujours en page internationale du quotidien La Nouvelle Expression, le journal parle du Gabon. L'allègement des mesures de confinement divise. L'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus par le gouvernement gabonais a provoqué le mécontentement de la société civile et de l'opposition. Voilà pour ce qui est donc du quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Jour met en sa une coronavirus, le grand relâchement. Depuis l'annonce par le Premier ministre de l'allègement des mesures barrières, les bars et autres snack bars ne désemplissent plus. Parfois même, ceux qui s'y trouvent n'observent aucune mesure barrière, même pas le port du masque. En tout cas, certains indiquent qu'il est difficile de boire en portant un masque. Et puis le journal parle aussi de Célestin Bédigué. Nous sommes en pleine démence, parlant ainsi de la gestion du Covid-19, notamment avec ce refus des dons de Survie Cameroun, interdit dans le département de la Léquié par le préfet de la Léquié. Le journal parle aussi de prison. Amnesty International tire la sonnette d'alarme, indiquant ainsi que si le gouvernement camerounais ne prend pas les mesures adéquates, eh bien évidemment, les prisons camerounaises, en un laps de temps, deviendront de véritables mouroirs. Émergence, mais à une Covid-19, situation carcérale. Amnesty International met la pression sur le Cameroun, faisant ici allusion de ce rapport d'Amnesty International qui dit avoir interrogé des détenus à la prison centrale de Yaoundé, de même que certains détenus qui sont sortis de ce pénitencier après la mesure du président, la mesure de commutation de peine du président de la République. Évidemment, certains de ces anciens détenus sont décédés et enterrés à la va-vite. Le journal parle toujours de coronavirus, des mesures prises pour rapatrier les Camerounais de l'étranger et coronavirus, 40 morts en une semaine. Le taux de létalité est passé de 1 à 4%, écrit le journal. Le quotidien Le Messager parle de plan humanitaire spécial. Où sont passés les 12 milliards de francs CFA du NOZO alors que l'État s'engage à reconstruire les deux régions dévastées par le conflit armé? Une polémique enfle sur la gestion des premiers fonds débloqués. Le journal revient aussi sur le coronavirus, la reprise des classes à haut risque. Évidemment que la reprise des classes est annoncée pour le 1er juin et le journal parle donc qui parle donc d'une reprise à haut risque. Transport maritime vers la mort programmée du port autonome de Douala. Questionnement sur la réorganisation du port de Limbé et la fin du monopole du port autonome de Douala. Mutation, le quotidien met en sa une Mont-Kolniada, frayeur au sommet. L'activité anarchique sur cette colline de Yaoundé qui abrite le palais des congrès, le congrès et les habitations fait craindre un glissement de terrain porteur de lourdes conséquences. Le cri d'alerte des autorités du Mfundi, c'est à
lire dans le quotidien Mutation. Toujours dans ce journal, le journal parle de universités d'État, le temps des femmes avec ses nominations observées depuis quelque temps, et puis c'est comment j'ai survécu au coronavirus, évidemment, parlant ainsi, le journal donnant ainsi la parole à un guéri. Cameroun Tribune, sensibilisation contre le coronavirus, le rôle clé des relais communautaires, la pandémie ayant amorcé la phase de transmission communautaire, la contribution des responsables religieux, chefs traditionnels et magistrats municipaux notamment, est plus que jamais indispensable pour susciter l'adhésion de la population afin que la chaîne de nouvelles infections soit stoppée, écrit le quotidien Cameroun Tribune. Réglementation, la CEMAC recadre les ordres nationaux des experts comptables dans une lettre circulaire. Le président de la commission de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale appelle ces organisations à se conformer au texte en vigueur. Voilà pour ce qui est donc du journal le quotidien de l'économie. Le journal Le Popoli parle de Nozo, la reconstruction sur des braises ardentes. On pouvait voir cette image en caricature, une présentatrice présentatrice du journal qui dit l'État met 9 milliards pour le début de la reconstruction du Nozo, et justement à côté, quelqu'un d'indiqué, waouh, tu connais notre nouveau challenge, eh bien, main basse sur le pactole, parlant ainsi d'un éventuel détournement de ces fonds affectés à la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. C'est donc l'essentiel des journaux parus en kiosque ce matin. Place à présent avec nos invités du jeudi, que vous connaissez évidemment, Camille Nelebongo, et bienvenue à la revue des grandes unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Jean-Paul Chuniat, bonjour. Bonjour. Mon très cher Guy Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. L'actualité est brûlante, elle est trépidante, mais celle qui me marque aujourd'hui, c'est la froideur de ce jour, c'est le côté émotif de ce jour avec l'enterrement, du moins la levée du corps de notre petite sœur, de notre collaboratrice, de notre amie, de notre sœur, Flora Azé Asuga, dont la levée de corps est en train de se tenir actuellement et qui va être suivie par les cérémonies jusqu'au domicile de ses parents et à l'enterrement. Et au trajet à Yaoundé, c'était une jeune fille pleine de vie, pétillante, et je vous assure que toute la maison Equinox est tétanisée de voir une petite valeur comme celle-là, qui était très très prometteuse, qui ne donnait que de la joie et qui ne faisait que pétiller, qui s'en va, qui disparaît subitement. Je vous assure, moi qui connais le sens de la vie, le sens de la mort, qui sait que l'homme ne doit jamais s'émouvoir de la mort parce que c'est le destin que Dieu a porté sur toute chair, mais je vous assure que je suis vraiment tout retourné ce matin et je ne peux que souhaiter un bon voyage à Flora. Gervais Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des grandes. Bonjour Jean-Paul et bonjour au doyen Camille Nélé et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Il est difficile de dire autrement, de dire autre chose, mais moi, ce qui me concerne, l'actualité qui, pour moi, vaut tout son pesant, c'est la levée de corps de Flora Azé aujourd'hui à l'hôpital de Tergal. Et ce qui m'oblige à avoir une pensée pour les personnes et les femmes qui sont fiers de la couleur de leur teint, qui affirment leur couleur noire d'ébène et qui ne sont pas complexées face à celles qui se dépimentent la peau. Et c'était au-delà du fait que c'était une animatrice de qualité, talentueuse, c'était un de ses combats. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que toutes celles qui sont noires de peau, noires de teint, eh bien, qu'elles sachent que Black is beautiful et que nous les aimons telles qu'elles sont. Il n'y a aucun complexe à vouloir se décaper, se dépigmenter la peau, car la peau noire est la meilleure des peaux. Donc, le meilleur hommage que celles qui ont été proches ou qui admiraient simplement Flora Azé, c'est de garder, d'assumer la couleur de leur teint. Et j'ai à la fois le cœur lourd et léger. Lourd parce qu'elle a été, Flora, c'était un sévrage, son départ c'était un sévrage brutal pour nous autres. Et j'ai le cœur léger parce qu'elle s'en va un lundi de Pâques, c'est-à-dire qu'au lendemain de la résurrection du Christ,
Ce qui m'amène à croire que de là où elle est au ciel, très haut, elle est sûrement très heureuse de nous regarder, qu'elle est forcément accueillie par les anges et qu'elle est assise à la droite de Dieu le Père et qu'elle se porte bien parmi les anges et on va prier pour que son âme puisse reposer en paix là-bas aussi aux côtés des anges. En tout cas, Guy Fongan, le plus important aussi, ce sera que son combat soit continue d'être mené par celles qui l'ont connu. Voilà, ceux qui l'ont connu. Ce combat, vous vous souvenez que Flora était la seule équinoxe qui se tressait avec les, comment on appelle ça là? Les anciens. À l'ancienne, au fil. C'est la seule. Et c'était son originalité au milieu de toutes les femmes qui rivalisent de perruques et de... En tout cas, elle ne portait pas un combat sans elle-même montrer l'exemple. Elle était la seule à être tressée aussi. Non, il faut simplement dire que même dans le paysage audiovisuel, il n'y en a pas beaucoup. Si vous enlevez chez Tabilé de la Sierra, il n'y en a pas beaucoup qui gardent cette authenticité, cette originalité-là. Alors, Camille Nélé, on démarre donc avec le quotidien de jour, coronavirus, le grand relâchement. Depuis l'annonce faite par le Premier ministre de l'allègement des mesures barrières, les bars et les snack-bars ne les emplissent plus dans les marchés, aucune mesure n'est plus observée. On entend même certains croire que c'est la fin du coronavirus. Camille, comment comprendre ce degré d'insouciance des Camerounais aujourd'hui? En fait, malgré le message officiel à la suite de l'annonce du Premier ministre qui demandait aux gens de pouvoir sortir, de pouvoir déconfiner lentement, mais de toujours préserver les mesures barrières, c'est-à-dire à savoir toujours se laver les mains, porter le masque, garder la distanciation sociale. Les gens sont devenus fous, sont devenus hystériques, et comme vous le dites vous-même, il y en a qui sont mis à chanter que le coronavirus est fini. D'autres disaient qu'ils ont dansé toute la nuit avec 2-3 bières. Il y en a même qui, la même nuit même, s'étaient réveillés le matin, ils avaient passé, s'étaient réveillés le matin en bordure d'un trottoir ou sur la véranda d'une vente d'emporter. En réalité, les gens ont fait preuve d'une insouciance incroyable. Ils ont fait preuve c'est-à-dire d'une légèreté inqualifiable. Ils n'ont pas compris que, en fait, c'est une stratégie qui a été lancée par le gouvernement pour essayer d'appuyer un peu ces personnes qui ne vivent que de l'informel, qui ne vivent aujourd'hui qu'avec le revenu de la veille et qui est restée confinée chez elles pendant toute une semaine, ne pouvaient pas tenir. Ça a été une mesure dans ce sens, une sorte de mesure d'accompagnement, mais aussi une mesure pédagogique qui devait permettre aux gens que vous pouvez sortir, mais faites attention, continuez à suivre. Bon, les gens ont interprété ça, la populace a interprété ça différent, et ça a été la folie. Forcément, on voit le résultat quelque temps après avec le nombre de contaminés qui a grimpé de manière fulgurante. Mais toujours est-il que on ne peut pas dire que cette mesure c'est une mesure qui est criminelle, comme on peut le lire dans les réseaux sociaux. Il y en a même qui ont titré que le gouvernement envoie les gens à la mort, le gouvernement est en train de sacrifier les gens. Non, c'était une mesure qui avait un but. Mais seulement ce but a été mal vu, mal perçu, mal dévoyé. Conséquence, les gens qui se sentaient dans un carcan, parce que les Camerounais n'avaient jamais vécu telle situation. Les Camerounais, surtout ceux qui vivent de l'informel, n'avaient jamais été dans cette situation de contraintes, de multi-contraintes, se sont dit que c'est terminé. Or, c'est de la folie. Maintenant, on essaie de rattraper en disant que non, écoutez, c'est pas parce qu'on vous a dit de sortir, c'est pas parce qu'on a dit d'ouvrir des ventes emportées. Il y a même un policier qui a dit aux gens, on a ouvert les ventes emportées, mais on ne vous a pas dit d'aller boire dans les ventes emportées. Mais il faut dire que la mesure a été, la conséquence de cette mesure a été au-delà de ce que le pouvoir public cherchait à atteindre comme objectif. Guy Fongan, est-ce que lever cette mesure, alors alléger ces mesures, valait la peine quand on observe le comportement de nombreux Camerounais qui s'adonnent à cœur joie aux grands rassemblements, aux attroupements, sans respecter les mesures barrières? Et en même temps, est-ce que, selon une certaine thèse qui indique que le gouvernement aurait agi sous la pression des industries brassicoles? Les deux arguments se tiennent. Et au jour d'aujourd'hui, on peut comprendre l'attitude des populations, même si on ne l'admet pas, on peut la comprendre, cette attitude. Simplement parce que dans les dernières mesures qui ont été prises par le Premier ministre, je veux dire qu'il n'y a aucune rationalité à cette mesure, vraiment aucune rationalité. Parce qu'on ne peut pas expliquer à un Camerounais normalement constitué
qu'on passe à 145 cas de dépistés, on a décidé de fermer les bars et qu'on franchisse la barre de 2000 cas et on décide d'ouvrir les bars. Honnêtement, ça n'a aucune rationalité. Et donc, c'est une question de perception. Alors, la perception que les gens auront dans les quartiers, c'est qu'effectivement, on a réussi à, j'allais dire, dompter la maladie, que le problème est réglé. Parce que c'est vrai que ce n'est pas rationnel. Comme qui de 145 cas ont fermé les bars et à 2000, on décide d'ouvrir les bars. Ce n'est pas du tout rationnel. Et donc, on peut comprendre que les gens estiment que ça y est, je me suis amusé. Certains ont même dit que si le coronavirus est fini, que le gouvernement nous dise que c'est fini. Clairement. Donc, je me suis amusé à faire une sorte d'observation empirique ce soir-là et le week-end après. Eh bien, j'ai observé comment est-ce que les gens se comportaient dans les rues et dans certains points chauds. Bien, les gens avaient l'impression que le gouvernement ne dit pas toute la vérité. Donc, c'est une question de perception. Et encore là, la communication n'a pas été faite comme il se devait, parce qu'en réalité, la perception que les gens ont de cette mesure, c'est qu'en fait, le gouvernement ne dit pas la vérité, on semble avoir, j'allais dire, maîtrisé la situation et contenu la maladie, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'on a 2000, et encore, et encore que les chiffres sont en train d'aller crescendo au fil des jours. Et à partir du moment où on peut... Surtout qu'on est passé au stade de la contamination communautaire. On peut avoir le sentiment que c'est une espèce de... J'allais dire, parce que jusqu'ici, de manière concrète, les mesures d'accompagnement du gouvernement pour soutenir les populations, on ne les voit pas, elles ne sont pas comme ça se fait visibles, dans d'autres comme pays. ça, voyons, elles ne sont pas palpables. On nous a servi un écran de fumée, on ne voit pas exactement ce qui est fait pour soutenir, accompagner les ménages. Ce n'est pas encore le cas. Pour illustrer ce que j'ai en train de dire, j'ai apprécié, vous êtes sans doute au courant, la sortie de Patricia Damdouya qui portait la voix des maires du Noun, qui estimait que en réalité, on est dans les 2000 milliards du chef de l'État. On est à remettre 2 milliards. 2 milliards, sorry, 2 milliards. On les a remis du seau et du savon. En réalité, ce n'est pas ce qu'ils ont, ce qui est vrai. Ce n'est pas ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin davantage. Encore que la quantité remise déjà la pose quantité problème. remise ne pose problème et ne règle pas le problème de fond. Ils ont besoin de kits de dépistage. Ils ont besoin de kits de respirateurs. Voilà de manière concrète ce dont. Et puis il y a posé un problème fondamental. C'est-à-dire que on nous a servi la décentralisation. Il se trouve qu'aujourd'hui encore, les maires restent encore sous la tutelle de sous-préfet. Les adjoints des préfets. Voilà, adjoints des préfets dans le cas de la gestion. Or, voilà notre indicateur qui traduit de ce qu'en réalité, on aurait pu peut-être de manière directe laisser chaque maire, puisqu'on parle de décentralisation, c'est un concept qui est à la mode, laisser ces maires gérer directement la crise et leur permettre d'apporter, j'allais dire, des problèmes. Des problèmes qui concernent directement les populations qu'ils sont censés administrer. Mais on vient donner des seaux aux gens, des savons, etc., avec des lave-mains. Mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Et on voit bien qu'avec cette illustration, que le problème n'a pas été bien adressé parce que les mairies ont besoin, les arrondissements semblent avoir besoin d'autres choses pour limiter les dégâts et puis sauver les morts. Camille Nélé, avant cette réaction... Enfin, sauver les populations, pas sauver les morts, parce qu'on est mort, évidemment. On observe quand même qu'il y a l'ancien bâtonnier, Maître Akere Mouna, qui se pose quand même des questions sur la manière dont cet argent, ces 2 milliards sont gérés. On voit sous-préfet et préfet avec généralement tenue de bois, avec quelques seaux et quelques cartons de savon. Est-ce que finalement... ce don du président de la République n'est pas aussi un terreau pour certaines malversations au point où les maires en soient aujourd'hui indignés? Moi, je pense que ce n'est pas la seule question que Maître Akere Mouna, à qui lui-même on peut bien poser beaucoup de questions sur les histoires d'argent, peut se poser. Parce que c'est vrai qu'il y a eu ce don du chef de l'État et ce don qui
qui a été considéré par certains comme insuffisant, mais il faut regarder que pour les premières choses qui devaient être faites, moi je dis 1 milliard, c'est difficile à répartir entre 18 millions de Camerounais ou 20 millions de Camerounais. Donc c'est vrai qu'on peut toujours se demander, mais comment est-ce que vous allez gérer cela? Guy Fongan parlait fort à propos de ces maires qui devraient être beaucoup plus mis à contribution pour aider les populations, justement à partir même de ce don du chef de l'État. Mais on voit qu'il y a beaucoup de maires qui n'ont pas attendu le don du chef de l'État pour descendre et se mettre dans la rue. On voit par exemple tous les jours Maître Franck pour Denise à Douala 2 qui fait des actions au quotidien et avec de l'argent qui n'est pas de l'argent qui est venu de l'État. Un travail de sensibilisation. On a vu tout récemment le maire de Douala, M. Mbassadine, et notamment le docteur Soleil Jérémy, qui a distribué les choses jusqu'à Boulindale, expliquer aux populations comment est-ce que ça se fait. Bref, il y a des maires qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, et c'est tout à leur honneur. Mais seulement, on peut toujours se demander, parce qu'au moment où cet argent octroyé par le chef de l'État, plus le reste a été donné, ce geste a suscité effectivement des questions. Comment allait-il être distribué? En quelle quantité? Et en termes de surtout quoi? qu'il y a un problème, par exemple, de la démographie de certains arrondissements qui ne sont pas forcément... Non seulement la démographie, mais il y a aussi des besoins en tant que tels. Parce qu'effectivement, il s'est posé ce problème de tests. Les tests ne sont pas suffisants. Les tests ne sont pas suffisamment on ne trouve pas suffisamment de tests dans les hôpitaux. Il n'y a pas suffisamment de respirateurs. Vous qui n'êtes pas très loin des milieux de la médecine, vous savez très bien que dans la ville de Douala, il n'y a pas plus de 10 respirateurs. Imaginez que l'on se retrouve brusquement avec une cinquantaine de cas en une seule nuit. Ces gens vont faire combat. Ils vont mourir. Il y en a 5 qui vont être sous respirateur, les autres vont inéluctablement mourir. Or, le problème des respirateurs devait être l'une des... Parce qu'en Europe, on a vu jusqu'à quel point on est obligé d'acheter des et même de commencer à fabriquer des respirateurs. Or, les respirateurs sont un élément très important justement dans la prise en charge du Covid. Les personnes qui donc ont eu ce dont le chef de l'État à leur disposition pour le distribuer, moi je pense qu'il fallait que ces personnes évaluent les réels besoins, les besoins immédiats, et maintenant savoir en termes de kits médicaux. Voilà. Et bon, on doit savoir qu'il y a certains arrondissements ou certaines régions qui n'ont pratiquement pas de population comme d'autres. Voilà. Mais d'autres ont des populations qui sont déjà sérieusement touchées. Donc on se dit que bon, là, pas ici, on peut peut-être prévoir 2-3 respirateurs, mais là-bas, il faut absolument qu'on aille mettre 40, 45, 50 respirateurs. Donc il y a la répartition et même l'acquisition même des besoins qui pose toujours problème. Mais il ne faut pas que ces problèmes soient posés de manière indécente. On peut les poser poliment en demandant, oui, ok, on a donné 1 milliard, mais c'est 1 milliard là. Est-ce que savait-on que pour ces 1 milliard là, il faut absolument des kits, des tests et des respirateurs? C'est en ces termes que moi je pense. Mais Camille, dans cette situation où le nombre de contaminés ne fait qu'augmenter, comment va-t-on s'en sortir? S'il faut qu'on passe encore du temps à regarder qui a donné quoi, qui n'a pas donné si, pourquoi tel... Est-ce que quelque part aussi il n'y a pas une certaine insouciance de la part de ceux qui sont appelés à gérer ces opérations quand même? Mais ceux qui sont appelés à gérer ces situations doivent savoir qu'il est question de la vie des Camerounais. Il est question d'une situation sociale et sociétale extrêmement douloureuse, et qu'il faut faire preuve d'abord de foi, de patriotisme et surtout d'humanité. Donc malheureusement, il y en a qui trouvent le moyen de gagner de l'argent dans cette histoire. Il y en a qui trouvent le moyen de se faire des ronds. Et c'est ça qui est un peu indécent. Et c'est ça qui est un peu affligeant dans le comportement de certains Camerounais. C'est cette situation qui est compliquée et qui est appelée à se compliquer. Parce que, quoi qu'on dise, même s'il n'y avait pas eu ce relâchement de ce petit déconfinement, les cas allaient toujours continuer. Parce que ce que l'on ne dit pas assez, que les médecins ne disent pas assez, c'est qu'il y a des personnes beaucoup plus à risque que d'autres. Hein? Et que si jusqu'à présent le Cameroun tient, c'est en réalité, moi je pense que cet article se trouve dans la nouvelle expression, c'est parce que le Cameroun a une population essentiellement jeune. Il y a beaucoup de jeunes. Or, là où ça frappe énormément chez les Occidentaux, ça frappe essentiellement les gens de plus de 65, 68, 70 ans. Troisième âge. Or, je pense que c'est vrai que notre jeunesse est assez dynamique. C'est vrai que notre jeunesse est peut-être à l'abri grâce aux écorces et autres recettes traditionnelles que nous prenons depuis notre enfance. Mais toujours est-il que là, aujourd'hui, face à cette pandémie qui s'étend de plus en plus et qui n'a pas encore atteint son pic, parce que c'est au moment où elle aura atteint son pic, et au moment où il y aura eu beaucoup de personnes qui ont été en contact avec le virus, donc déjà partiellement immunisées, à ce moment-là, on peut comprendre
comprendre que la pandémie est en train de passer. Mais à l'heure actuelle, nous sommes dans une situation assez compliquée et c'est tout le monde qui doit vraiment y mettre du sien. Non, mais il faut dire qu'on s'achemine vers le pic à part de course, c'est parce que peut-être les gens ne prennent pas toute la mesure. Il faut quand même rappeler que depuis la prise des mesures d'assouplissement, on a enregistré 466 nouveaux cas. Et donc ce n'est pas vraiment, c'est pas banal. Chaque semaine on en enregistre. Et puis entre le 1er et le 5 mai, il y a eu 47 autres décès. Ça veut dire que vous voyez que si on dure comme ça un mois, et bien imaginez quel record on risque d'atteindre. En même temps, je voudrais quand même rappeler que contrairement à ce que les gens pensent, nous sommes chacun ici à son masque, on a tous nos gels, etc. La réouverture des bars, parce qu'il faut aussi quand même interpeller les uns et les autres, c'est-à-dire qu'on appelle aussi à la responsabilisation de tous et de chacun. Bien qu'on ait rouvert les bars, on n'oblige personne à aller s'asseoir dans un bar. Aujourd'hui, depuis environ 1 ou 2 mois, où c'était fermé à 18 h, personne n'est mort parce qu'il n'a pas pu s'asseoir au bar. Donc on peut maintenir ces habitudes-là, le temps au moins qu'on puisse maîtriser la pandémie, parce que il serait quand même intéressant et urgent que les Camerounais même soient davantage responsables, parce que personne ne peut prendre de soin de toi plus que toi-même. Plus que toi-même. Voilà. Guy Hervé Fongan, on va au pas de course. Cette polémique sur le nombre de morts de Covid-19, il y a Amnesty International qui a sonné l'alerte avec certaines mesures dans les prisons. Si rien n'est fait, le véritable désengorgement, on pourrait enregistrer encore beaucoup de morts dans nos prisons. Comment vous avez apprécié cette sortie d'Amnesty International? Même après le décret du chef de l'État annonçant le désengorgement. Non, il faut, d'ailleurs nous sommes tous d'accord là-dessus, que le décret du chef de l'État ne concernait à peine 20% de la population carcérale. C'est-à-dire qu'en réalité c'était une sorte de coup d'épée. Le problème reste entier. C'était une sorte de coup d'épée dans l'eau. Le problème est totalement entier et qu'il n'a pas été résolu. Il faut noter que c'est vrai que c'est peut-être pas un plaidoyer pro domo, mais on a le sentiment que qu'on soit en l'état actuel où nous sommes, qu'on soit à l'extérieur ou en prison, on n'a pas vraiment l'impression qu'on est différent de ceux-là, parce qu'on est tous autant exposés que ceux qui sont en prison au regard du dispositif qui est mis en place par les populations. On devrait davantage peut-être multiplier d'autres campagnes. Le doyen a parlé tout à l'heure des maires qui travaillent et il faut peut-être le dire avec suffisamment d'emphase. Ce matin encore, j'ai vu le maire de la deuxième, Denis Sampou, faire descendre ces gens sur le terrain qui ont engagé toute une campagne de salubrité urbaine avec des kits de nettoyage. Ils sont en train, en l'heure où je vous parle, en train de pulvériser, désinfecter les domiciles, les particules, etc. Ce type d'action devait être régulier, permanent pour au moins se stopper l'avancée de la propagation du virus. La propagation du virus. Donc, il est intéressant qu'on ait ce type d'initiative d'autres maires de manière régulière, au moins qu'on limite les dégâts avec les populations. Et que l'action de Mme Le Maire ne soit pas un grain de sable dans la mer. Un grain de sable dans la mer. Donc, c'est bien qu'elle continue à travailler comme ça, c'est encouragé, à féliciter. Mais pour ce qui est des prisonniers, il faut simplement noter qu'on a... J'ai souvent dit ici que le Cameroun est un paradis dans ses textes, mais un enfer dans ses applications. Il y a dans notre dispositif carcéral les peines alternatives qu'on aurait pu simplement appliquer. Les travaux d'intérêt général, par exemple. Les travaux d'intérêt général, etc. Même ceux qui rembourent le corps du délit sont susceptibles d'être libérés, mais ce n'est toujours pas le cas. Donc, il y a tout cet arsenal qui, s'ils étaient appliqués, tout simplement qu'on les applique, aurait désengorgé de manière considérable nos prisons. Camille, au-delà de ce cri de détresse de Amnesty International, il y a aussi cette polémique sur les chiffres, le nombre de morts. Les conseillers du commerce extérieur de France, à la date du 23 avril, indiquaient qu'il y avait eu 350 morts de Covid-19 au Cameroun. Entre-temps, le gouvernement parlait de 56. Comment on comprend tout ce cafouillage autour des chiffres de morts de Covid-19 et avec cette pression aussi de Amnesty? Avant, ce responsable français qui est en train de compter 350 morts chez nous, alors qu'en France, chaque soir, chaque nuit, il y a 500 morts. Donc, moi, avant de parler de cela, je voudrais d'abord parler de Amnesty International.
qui... tire la sonnette d'alarme. Pas tirer la sonnette d'alarme. Moi, j'ai lu comme titre Amnesty International met la pression sur le Cameroun. Ça, c'est le journal Émergence. Émergence met la pression pour le... Est-ce qu'on devait attendre que Amnesty International vienne mettre la pression sur le Cameroun avant que le chef de l'État même ne prenne cette mesure de désengorger les prisons? J'avais parlé ici d'abord même de la sécurisation des prisonniers, où j'avais demandé qu'on fasse un effort pour absolument faire que ceux qui viennent rendre visite aux prisonniers, donc qui viennent de dehors, ne puissent pas entrer n'importe comment, qu'il y ait une sécurisation et qu'on commence à prendre des mesures pour libérer les prisonniers. Avant cela, après cela, Madame Maxime Ngombe du REDAC a crié assez fort. Pourquoi n'a-t-on pas entendu des cris de Madame Ngombe qui a demandé que non seulement qu'on désengorge la prison et surtout qu'on prenne le temps de veiller sur le cas des prisonniers du troisième âge. Madame Ngombe a parlé du cas... Et puis Amnesty a cité le cas de Amadou Vamoulke. Madame Ngombe l'avait aussi cité. Elle a cité le cas de Amadou, mais Amadou Vamoulke n'est pas le seul. Non, mais doyen, la réponse, vous l'avez. Vous savez qu'il y a un complexe de l'Occident. Si vous savez régulièrement que quand la presse relaie les informations ici, il faut que Jeune Afrique ou quelques médias internationaux ou RFI en parlent pour que le gouvernement se mobilise. C'est pour ça que elle peut crier toute sa vie. Elle ne sera jamais entendue. Mais aujourd'hui, c'est très camerounais. On est en train de mettre on n'est pas surpris. Amnesty en haut, alors que Mme Ngombe n'en fait que ça. C'est très camerounais, on sait. Et elle est au-delà, puisque maintenant, en réalité, Amnesty récupère ce que Mme Ngombe avait initié à parler non seulement de la situation même, de la vie. Et on le voit pas aussi beaucoup de journaux relayer ça. Bien entendu. Alors que les journaux devraient le faire. La situation carcérale, l'engorgement, mais alors qui est sauvage dans les prisons. Et vous vous souvenez très bien que après la décision du chef de l'État, j'avais été de ceux qui avaient estimé que non, c'était trop peu. Il fallait regarder, par exemple, tous les prévenus qui sont là. Les délinquants primaires. Et tous les dossiers qui ne sont pas traités depuis des années. Et regardez le cas d'Amadou Vamoulke, qui est un cas symptomatique. En prison depuis 4 ans, le dossier n'a même pas encore été ouvert une seule fois devant le tribunal. Il a déjà bénéficié de 35 renvois. Non, et des cas comme ceux d'Amadou Vamoulke, il y en a plein dans la prison, aussi bien de Douala que de Yaoundé. Donc, ce n'est pas la pression d'Amadou Vamoulke. Moi, je pense que c'est les personnes qui sont autour du chef de l'État qui devraient prendre la température chaque jour, chaque matin, et se dire, en fait, il ne faudrait pas que la pression vienne de l'extérieur, mais nous-mêmes, nous pouvons prendre des dispositions et même anticiper et poser des actes qui vont dans le sens qu'à chaque fois que ces organisations arrivent, qu'ils trouvent que c'est déjà fait. Effectivement, que c'est déjà fait. Malheureusement, Amnesty International aujourd'hui est en train de donner l'impression que... c'est quelque chose de nouveau. Non seulement c'est quelque chose de nouveau, qu'il n'y a que lui seul qui a vu ça. Guy Hervé Fongan, pour sortir de cette émission, on va parler de ce scandale à la trésorerie de Yaoundé. On parle d'un trou de 4 milliards de francs CFA au moment de la prise de fonction du nouveau trésorier payeur général. Le caissier principal est porté disparu. Finalement, avec tous ces détournements en cascade, on a envie de se poser la question, est-ce que le Cameroun est-il encore véritablement gouverné? Non, je vais dire que Pierre Flabongaya a répondu à cette question dans un excellent ouvrage, Cameroun qui gouverne. Et le professeur Luc Sinjung a dit que l'État était ailleurs. Simplement pour dire qu'on est simplement dans... Luc Sinjung, le philosophe, pas le conseil spécial. Non, le philosophe. Voilà. L'État ailleurs. Pour dire qu'effectivement l'État ailleurs et qu'on a l'impression d'être dans un no man's land où chacun peut faire ce qu'il veut. Non, je vais dire que ce que le TPG a fait est simplement une attitude purement camerounaise où il y a j'allais dire que sous le renouveau, les fonctionnaires ne se sont jamais autant bourgeoisés, ne sont jamais autant enrichis. On n'a jamais eu des fonctionnaires autant riches depuis plusieurs décennies. Plus que certains hommes d'affaires. C'est sous le renouveau qu'on voit ce type de choses. Et malheureusement, on est dans un système où on a sacralisé l'impunité, où on ne punit presque jamais, où vous vous rappelez comme moi que ceux qui nous ont vendu les camions de sable à 700 000 ont été... Pour les chantiers de la canne, un sac de ciment à 16 000. Voilà, ont été promus, les sacs de ciment à 16 000, ceux qui ont bouffé 3 000 milliards ont été promus. Donc, ça veut dire qu'on a... Sauf quand ils ont des ambitions politiques, à ce moment-là, on commence à les inquiéter. Donc, ça donne simplement le sentiment qu'on est dans un régime où on a sacralisé l'impunité et c'est dommage. Et du coup, certains fonctionnaires peuvent avoir le sentiment qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent du moment où ils n'ont pas d'ambition politique et c'est regrettable. Camille, quand on observe aussi, même jusqu'aux percepteurs et régisseurs, percepteurs, receveurs municipaux, le détournement semble s'être véritablement installé dans les chaînes de
les différents démembrements des finances et de la trésorerie. Avant de répondre à votre question, j'aimerais vous dire qu'à la lecture de cet article, j'ai envie de grimper au mur. Quand j'ai vu que lors de la passation du service, on a constaté qu'il y avait un taux de 3 000 milliards. Et que 4 milliards. 4 milliards, le TPG a dit que non, l'argent là doit être dans mon bureau, je vais aller fouiller ça. Et au lieu de l'arrêter tout de suite, au lieu de l'amener tout de suite pour qu'il monte là où l'argent se trouve, on l'a laissé repartir chez lui et on dit aujourd'hui qu'il est porté disparu. Mais c'est aberrant, c'est incroyable. Mais on est où? Comment voulez-vous qu'on est en train de venir prendre faire une passation de service, on trouve de 4 milliards. La personne dit non, c'est là-dedans, c'est dans mon bureau. Et on ne l'arrête pas. Bon, donc, moi je dis des situations comme celle-là. Les TPG sont les hommes les plus riches de ce pays au niveau des régimes financiers. On le sait, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez très bien, le régime des 30% qui coupait les a rendus hyper riches. Mais aujourd'hui, comment ne peut-on pas toujours avoir ces personnes à l'œil en se disant que ces personnes ont la possibilité de voler de l'argent, de faire de l'usure ou bien de le détourner carrément? On est vraiment en situation vraiment féerique. C'est un conte de fées. L'argent qui se balade alors que le Cameroun en a énormément besoin. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la revue des grandes unes. Merci à Camille Nélé, merci à vous Gervais Fongan. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants, même si vous n'aurez pas le proverbe du jour. Repos éternel à fleur rasée. Repos éternel à fleur rasée. Black is beautiful. Black is beautiful. Merci, messieurs.